probablement la plus problématique qui aura jamais lieu sur la chaîne puisque je vais vous parler d'un sujet qui anime régulièrement les passions, c'est-à-dire les relations toxiques dans les romances. Alors, je vais replacer le terrain tout de suite parce que je vois d'ici venir les critiques. Non, mon but dans cette vidéo n'est pas de cracher sur les romances. Non, les romances ne sont pas un genre que je déteste. Non, je ne souhaite pas non plus censurer les romances. Et non, je ne vous juge pas en tant que lecteur ou lectrice si vous aimez lire les romances de tout type. Ça ne m'avancera à rien et en plus, ça n'appuiera absolument pas mes propos dans le cadre de cette vidéo. Et quand je vous parle de romance, je vais pas seulement m'adresser au genre romance, donc au genre littéraire qui ne fait que de la romance, mais bien sûr toutes les romances dans tout type de livres, donc du new adulte à la science-fiction, parce que de la romance, il y en a partout. Mon but dans cette vidéo, c'est plutôt d'analyser les mécanismes qui sont mis en place par les auteurs et les autrices dans leurs livres et d'analyser en quoi certains de ces mécanismes peuvent avoir des retombées assez néfastes en termes de sexisme ou de culture du viol. Et si ça c'est clair pour vous, bah c'est parti, on peut commencer avec la vidéo. Enfin, de toute façon, vous avez pas le choix puisque je suis seule dans mon salon et que vous pouvez pas me répondre. Ah, et autre détail important, dans cette vidéo, je vais être obligée un petit peu de spoiler le contenu des livres que je vais vous présenter parce que ça me permet en fait justement d'analyser mon propos. Donc si vraiment vous souhaitiez les découvrir dans leur intégralité, bah peut-être que la vidéo sera peut-être pas pour vous maintenant, mais vous pouvez toujours revenir plus tard quand vous les aurez lus si vous le souhaitez. Pour vous parler de ce sujet, vous vous doutez bien que j'ai lu quelques livres et je voulais pas vous parler de romance sans m'être frottée un petit peu préalablement au genre. Alors j'avais quelques exemples de romances appartenant à des livres qui n'appartenaient pas à des genres précisément dédiés ou marketés comme de la romance, à des collections spécialisées en fait. Mais comme je voulais aussi m'intéresser à des collections spécialisées, j'ai décidé de choisir quelques livres de ces livres-là, donc de la trempe du new adulte, du livre érotique, de la dark romance. Et en total néophyte, j'ai fait comme n'importe quel total néophyte, je me suis intéressée aux livres qui sont les plus médiatisés dans le genre, qui sont des best-sellers, qui sont recommandés et qui vous sautent aux yeux en fait si vous connaissez absolument pas le genre, même s'il y a de meilleurs livres dans ce domaine-là. Moi j'ai choisi ceux-là puisque ce sont ceux que n'importe quel néophyte du genre pourrait découvrir en premier, ou ceux pour lesquels il aurait été attiré par le genre. J'ai donc décidé de baser mon travail sur 50 nuances degrés de E.L. James, qui est un livre érotique qui met quand même en avant une romance tout au long des 3 tomes. C'est donc un livre érotique basé un petit peu sur les relations BDSM, même si, soyons très honnêtes, leur représentation n'est pas correcte. J'ai aussi basé mon travail sur After d'Anna Todd, qui met en avant donc une new romance, donc ce sont des personnages jeunes adultes avec une romance dans un contexte d'université puisque c'est une première année d'université. J'ai aussi choisi Calendar Girls qui est une... enfin pas vraiment romance pour le coup mais... enfin il y en a une en fait dans l'histoire mais c'est marketé comme du livre érotique même si il y a quand même de la romance qui se crée dans le livre. Là on va suivre une jeune femme qui doit devenir escorte parce qu'elle a des dettes à rembourser. Voilà pour le résumé très grossier. Et j'ai ensuite choisi Captive in the Dark de C.J. Roberts qui est marketé comme une dark romance qui met en avant l'histoire d'une fille qui va se faire enlever, séquestrer, battre et violer par son kidnappeur tout simplement, qui va déboucher sur une romance assez malsaine mais on en parlera plus tard. Et c'est tout pour on va dire les livres spécialisés dans le genre un petit peu érotique, romance, en tout cas qui sont marketés avec un mot romance en fait dedans. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai aussi choisi 2 autres livres qui n'appartiennent pas à ces genres spécialisés là puisque j'ai choisi de prendre Captive de René Adier qui est une réécriture des Mille et une nuits, jeune adulte d'ailleurs, qui est marketé jeune adulte et marketé plutôt comme un univers fantastique. Et enfin j'ai choisi Un palais d'épinay de Rose de Sarah J. Maas qui est marketé lui aussi comme un livre jeune adulte, univers fantasy, qui est aussi une réécriture, sauf que cette fois-ci c'est La Belle et la Bête, avec des petites scènes érotiques dedans d'ailleurs. Pour l'ensemble de ces livres, je me suis basée sur le premier tome uniquement puisque je suis partie du postulat que quand les premiers tomes de ces sagas sont sortis, il n'y avait que le premier tome pour se faire un avis, donc potentiellement ça aurait pu être mon cas à ce moment-là. Et ensuite, c'est pas parce que vous ne lisez que le premier tome d'une série que vous ne pouvez pas vous décider de vous arrêter là, de les trouver problématiques. C'est pas parce que potentiellement la suite s'améliore après que vous êtes obligé de les lire pour les comprendre. À ce moment-là, à mon sens, c'est que l'auteur ou l'autrice n'a pas fait un travail suffisant, assez qualitatif pour vous pousser à continuer. Vous vous doutez bien si vous connaissez la chaîne que je suis pas partie très optimiste sur l'ensemble de ces livres puisque certains d'entre eux sont quand même de réputation assez sexiste.
Malgré tout, j'ai essayé de mettre ces a priori de côté pour analyser le fond des livres et justement détecter les fameux mécanismes dont je vous parlais en début de vidéo. Et voilà ce que j'ai retenu de ces différents livres et des mécanismes que j'y ai donc détectés, et je vous passe mes tableaux Excel que j'ai mis en place pour analyser tous ces livres. Oui, des tableaux, carrément. Si la plupart de ces livres sont initialement vendus comme des romances car une relation amoureuse va se nouer entre les deux personnages principaux, il est important de noter que ces deux personnages sont rarement sur un plan d'égalité. En effet, le profil masculin mis en avant dans ces livres et donc l'intérêt amoureux du récit est très souvent celui du pervers narcissique. Ou trouble de la personnalité antisociale, comme on me l'a fait remarquer, c'est un terme qui apparemment est un peu moins abusif et un petit peu moins dégradant pour les personnes qui sont atteintes de ce trouble, donc voilà. Si vous avez d'ailleurs des détails à ce sujet, n'hésitez pas à les proposer. Mais alors, qu'est-ce que c'est justement un pervers narcissique ou un trouble de la personnalité antisociale? On va en parler tout de suite pour un petit peu placer le contexte. Il s'agit d'un trouble de la personnalité qui pousse les personnes qui le portent à avoir un besoin excessif d'être adulées et donc qui le pousse à un besoin de mégalomanie et d'égocentrisme. Toutefois, c'est pas les seuls traits qui marquent généralement ce type de profil, ce sont aussi des personnes qui sont généralement dénuées d'empathie et qui ont tendance à manipuler leur entourage pour se faire passer pour des victimes quand généralement elles causent quand même des troubles plutôt. J'ai donc pris la décision d'analyser certains traits qui appartiennent à ce trouble de la personnalité, de les lister et de comparer en fait si les différents héros masculins de nos livres possédaient ces fameux troubles de la personnalité et voir donc s'ils rentraient dans ce schéma. Parmi les traits, j'ai choisi celui d'être séducteur, et il ne s'agira pas seulement de séduire la personne dans le livre avec laquelle on souhaite avoir des rapports, mais cette capacité d'être capable de séduire l'entourage extérieur, mais aussi le fait d'être le seul à pouvoir séduire dans le couple. Voilà, c'est le seul qui a le droit de pouvoir séduire tout court. Il y a aussi la tendance à la violence, généralement plutôt psychologique, mais qui peut aussi déboucher sur une violence physique. Il y a aussi le lien fusionnel, mais surtout de dépendance avec sa victime. Ici, on pourra parler du lien qui se tisse, qui va souvent être amoureux, de subordination ou d'autorité. Il y a aussi la capacité pour ces personnes à isoler les victimes de leur entourage. Et enfin, cette fameuse tendance à se poser comme victime en romantisant un petit peu son passé douloureux et en le faisant passer pour quelque chose qui justifierait des actes pas toujours très sains, voire même jamais très sains. Et ce que je trouve assez inquiétant dans les livres que je vais vous présenter, c'est que 4 des 6 héros que je vais vous présenter là tout de suite possèdent tous les troubles que je viens de citer. L'un d'entre eux en possède à peu près 80%, et un seul d'entre eux n'est pas une personne possédant un trouble de la personnalité, ce qui est pas très rassurant quand c'est marketé comme des romances. On va passer sur le premier aspect qui est donc celui du séducteur. Le personnage masculin est présenté donc comme un séducteur, comme un bel homme qui est doté de charisme, qui est un homme à femme, qui est capable de séduire son entourage mais aussi sa victime. Il a, à l'inverse de sa partenaire dans les histoires, le droit d'user de ses charmes. Il y a un rapport d'inégalité qui va se créer, c'est que lui peut le faire, on va dire sans vergogne, quand elle va être blâmée pour sa capacité à le faire. Chez lui, c'est considéré comme parfaitement naturel, et chez elle, ce sera considéré comme une trahison et souvent orienté sur quelque chose d'assez sexiste. Pour vous donner quelques exemples, dans 50 nuances degrés et After, les deux personnages masculins sont représentés comme des hommes à femmes avec une sexualité assez active, voire célébrée, mais jamais remise en question. Toutefois, si leur partenaire amoureuse, on va dire, dans ces livres-là, a la décence de faire la même chose, ou en tout cas juste d'avoir une amitié ou un petit flirt, elle sera critiquée en fait pour cela, et jalousée très très fort aussi. Par exemple, dans After, le personnage principal masculin qui s'appelle Hardin va très mal prendre quand Tessa, le personnage principal féminin, va s'intéresser à d'autres garçons, même s'il s'agit juste d'une relation amicale, de discuter ou de flirter devant lui. Généralement, il va faire ce qui s'appelle du chantage émotionnel, c'est-à-dire qu'il va la menacer de faire pire, d'aller plus loin avec d'autres personnes, tout en lui disant assez régulièrement dans le livre qu'il est incapable de lui assurer qu'il pourra lui proposer une relation stable et fidèle, tout en se permettant quand même de lui faire des menaces si elle lui propose en fait la même chose. Dans 50 nuances degrés, vous pourriez me dire que le principe est différent puisque la jeune fille est liée par un contrat à l'homme où elle doit justement lui faire preuve de fidélité et d'exclusivité.
Sauf que ça se passe pas tout à fait comme ça au début du livre, elle ne lui doit rien, elle n'a signé aucun contrat. Pour autant, Christian Grey va faire preuve d'une possessivité et d'une jalousie extrême, puisque si elle a le malheur de flirter avec un garçon ou d'en fréquenter un, il va débouler dans sa vie sans prévenir, il la stalk, voire même il va faire des enquêtes personnelles sur elle pour savoir ce qu'est sa vie, où elle en est et ce qu'elle a fait. Tout en lui indiquant bien clairement plusieurs fois dans le livre que de toute façon il ne pourra jamais lui proposer de relation d'exclusivité ni même d'engagement émotionnel, ce qui fait qu'on est exactement sur le même plan que dans After. Dans 3 des autres livres, les héros sont aussi présentés comme des séducteurs, mais surtout ils sont considérés comme bel homme, charismatiques, ils sont assez importants dans leur univers. Le schéma est assez différent pour les femmes puisque dans 3 des livres, donc il s'agit de Captive in the Dark, Captive et Un palais d'épines et de roses, les 3 filles sont séquestrées en fait. Elles n'ont pas de droit, elles ne peuvent évoluer en fait que dans l'univers que leur intérêt masculin peut leur donner. Donc littéralement le rapport d'égalité est toujours pas là et évidemment qu'elles peuvent pas aller séduire qui elles veulent à l'extérieur, ça passera pas puisque c'est pas autorisé et qu'elles n'ont globalement pas trop de droits. Et enfin dans le dernier livre qui est Calendar Girls, là cette fois-ci c'est un peu différent puisque de base on part effectivement avec un contrat, une femme qui doit être escorte pour son client et qui évidemment ne va pas aller voir ailleurs, mais on va dire que dès le départ les choses sont claires, elle est là pour lui et pas autre chose. Autre point fondamental des personnes aux troubles de la personnalité antisociale, ce sera la capacité à user de violences psychologiques avec leurs victimes pour leur faire entendre et accepter beaucoup plus de choses qu'elles ne seraient capables de le faire en réalité. Généralement, il les pousse à s'auto-diminuer pour justement plus facilement les manipuler. Malheureusement, c'est un point qu'on trouve assez souvent dans les livres que j'ai sélectionnés puisque le chantage émotionnel est une composante assez importante de la plupart des livres. C'est par exemple le cas dans After puisque le personnage principal est ouvertement antipathique et sera violent auprès du personnage principal féminin tout au long du récit, que ce soit avant le début de leur relation de couple ou pendant. Il ne cessera de la juger sur ses goûts, son couple, puisqu'elle est en couple au début du livre, ses vêtements, ses fréquentations ou encore sa virginité. Cependant, la violence psychologique ne fait que s'accentuer dans ce livre puisqu'il prend assez régulièrement plaisir à l'humilier en public, que ce soit devant ses amis à lui ou à elle ou les deux. Il l'utilise comme un pari puisqu'il fait le pari avec d'autres personnes de lui prendre sa virginité. Il fait régulièrement du chantage émotionnel en la poussant très très fort à dormir avec lui puisqu'il fait des angoisses nocturnes et que bien sûr elle est la seule à réussir à les calmer. Et il la stalk plusieurs fois dans le livre à l'extérieur de sa chambre d'étudiante en étant tout à fait alcoolisée. Et j'ai aussi été avertie qu'il y a de la violence physique dans les tomes suivants, je sais plus s'il s'agit de gifles ou de coups, mais en tout cas on m'a dit que c'était le cas. Si Monsieur Grey dispose d'un droit de cuissage dans 50 nuances de Grey, il n'est toutefois pas dénué de violence psychologique, puisque comme je vous l'ai dit, avant que l'intérêt féminin passe un contrat avec Monsieur Grey, il décide de la stalker à son domicile. Si par exemple elle ne répond pas dans un délai qui lui convient à un message, il déboule chez elle sans autorisation, sans permission. Il se permet de la juger pour ses aspirations, ses objectifs, ses fréquentations, ses amis, le lui fait très clairement savoir, ce qui n'est évidemment jamais bienvenu de la part de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les violences psychologiques augmentent d'un cran dans Captive et Un palais d'épines et de roses puisque les personnages féminins sont privés de liberté et se voient imposer un quotidien dont elles ne relèvent absolument pas et dont elles dépendent totalement. Évidemment, le pompon appartient à Captive in the Dark, où là, cette fois-ci, on parle à la fois de violence psychologique et de violence physique, puisque le personnage principal se fait enlever, séquestrer, battre à l'aide d'objets ou des poings des personnages, violer, subit des attouchements, bref, elle subit tout un tas de violences, en fait, possibles et imaginables, tout simplement. Ça me permet donc d'insister sur un point qui est propre aux personnes qui disposent d'un trouble de la personnalité antisociale, c'est-à-dire cette capacité à faire du chantage émotionnel, mais aussi à se positionner comme une victime pour se faire plaindre et faire accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Cette technique, elle leur permet de se rendre plus fragiles et plus vulnérables à la fois auprès du lecteur qui va lire le livre, mais aussi auprès de la victime, enfin de l'intérêt amoureux théoriquement, dans le livre. Ainsi, on aura plus facilement tendance à excuser, voire justifier le comportement de ces personnages, même s'il n'a généralement rien, mais alors rien d'excusable. Par exemple, dans After, l'héroïne va apprendre que le père de son intérêt amoureux était alcoolique, qu'il a, il me semble, été violent avec sa mère, et que donc ça va
excuser eh bien, le fait qu'il puisse parfois abuser d'alcool et donc débouler chez elle comme ça, qu'il puisse avoir un comportement un peu lunatique, assez violent et très changeant, ou encore lui faire du chantage émotionnel pour qu'elle reste dormir avec lui, même s'il a été désagréable, même s'il a été très violent, parce que comme il fait des angoisses qui ne dépendent pas de lui, elle va se dire que c'est pas sa faute et donc elle doit passer du temps avec lui pour prendre soin de lui, technique assez propre justement à ce trouble-là. Dans 50 nuances degrés, c'est encore la mère qui prend, hein, puisqu'on apprend que la mère du personnage principal était prostituée, droguée et morte d'une overdose assez jeune, ce qui fait que son enfant s'est retrouvé à l'adoption et donc il a été adopté par une gentille petite famille qui ensuite a fréquenté, enfin pas la famille mais le personnage a fréquenté une femme qui l'a formée au BDSM de façon assez douteuse, hein, mais qui permet de rendre auprès du personnage principal féminin ce personnage comme un peu mystérieux, fragilisé, et donc de romantiser un petit peu toutes les choses pas très sympatoches qu'il va lui faire subir. Pour Captive in the Dark, on nous apprend que sa mère l'a abandonné, encore la maman dis donc, qu'il a aussi été vendu à un bordel, ou en tout cas qu'il y a passé son enfance, qu'il a été violé quand il était enfant, donc on est d'accord, c'est pas rigolo, mais ça permet surtout d'excuser un petit peu les troubles du personnage, de le faire passer comme plus fragile, comme plus torturé, comme plus mystérieux, alors que malheureusement ça arrive, c'est pas pour autant que toutes les personnes qui subissent ça vont ensuite participer à la traite d'êtres humains et violer des jeunes femmes qu'il séquestre et enlève. Dans Captive et Un palais d'épines et de roses, les actions des personnages masculins sont justifiées par rapport à la sécurité du royaume dans lequel on évolue. Les auteurs sont donc pleinement excusés des faits puisque leur action ne dépend pas vraiment d'eux a priori. Et qu'ils font ça pour le bien de tous puisqu'ils souhaitent éviter et lutter contre une malédiction. Moi la seule raison que je vois en réalité c'est le patriarcat puisque c'est toujours la femme qui doit payer pour le royaume, hein. Elle est gentille la femme. Évidemment, pour bien manipuler sa victime, une personne au trouble de la personnalité antisociale a besoin de l'isoler, que ce soit psychologiquement, physiquement ou bien les deux. C'est un schéma qui est assez répétitif dans le livre que j'ai analysé puisque dans 3 d'entre eux, elles sont littéralement séquestrées, donc elles n'ont pas de droit, elles ne peuvent évoluer que dans les limites que leur donne le personnage masculin, donc Captive in the Dark, Captive et Un palais d'épines et de roses. 2 d'entre elles sont sous contrat, donc ne peuvent évoluer que dans des cercles validés par le héros ou interagir avec des personnes qui ont été validées par le héros. C'est le cas dans 50 nuances degrés et Calendar Girl, même si Christian Grey prend le parti de contrôler le personnage féminin bien avant que le contrat soit mis en place. Et enfin dans After, à l'aide de la position de victime que le personnage principal masculin se donne et sa capacité à l'humilier devant son entourage et la pousser à entrer dans des conflits à son entourage, le personnage féminin se retrouve finalement avec énormément de personnes ados, qu'il s'agisse de sa famille, ses amis, son ancien mec, enfin toutes ces fréquentations un petit peu. Elle ne finit par avoir comme point d'ancrage finalement que le personnage principal masculin de cette histoire et donc on a affaire à un isolement psychologique. Comme on l'a analysé dans les différents points que je viens de vous présenter, la relation entre les personnages principaux n'est jamais vraiment égale. Et elle est souvent renforcée par un lien de subordination en fait entre les deux personnages, qu'il s'agisse d'un lien d'autorité directe dans le sens où vous devez quelque chose, que ce soit une dépendance amoureuse, que ce soit un lien de captivité aussi également, puisque c'est ce qui arrive assez souvent dans le livre. Dans 50 nuances degrés et Calendar Girls, comme on l'a vu, il y a un lien contractuel entre les deux personnages, donc elles dépendent d'un lien d'autorité encore une fois, même si on a remarqué, et je l'ai dit plusieurs fois, Christian Grey commence ce lien d'autorité avant même l'établissement d'un contrat. Dans Captive in the Dark, Captive ou Un palais d'épines et de roses, les personnages féminins sont séquestrés, n'ont pas de pouvoir sur le lieu dans lequel elles se trouvent et sur la personne avec qui elles interagissent, donc le lien d'autorité est encore plus fort. Mais enfin, le lien qui me semblait le plus intéressant à observer, c'était celui qui se passait dans After, puisque la dépendance émotionnelle de l'héroïne vis-à-vis du héros va être si forte qu'il va réussir à avoir une ascendance assez forte sur l'ensemble de ses choix et de ses décisions futures, puisqu'elle va abandonner progressivement énormément de choses pour lui et pour entretenir en fait cette relation qu'elle a avec lui. Elle va abandonner progressivement tous les liens qu'elle entretenait avec son ancienne vie, donc sa mère, son ex-petit copain. Elle va avoir progressivement de moins en moins d'intérêt pour ses activités personnelles. Elle portera moins d'attention à ses cours. Elle va développer un comportement obsessionnel pour les faits et gestes du personnage principal masculin. Elle va passer la quasi-totalité de son temps avec lui
lui et va finir par s'installer avec au bout de, je sais pas, je crois qu'il s'agit d'une affaire de quelques mois, ce qui est somme toute très court et surtout lié à tous les précédents points que je vous ai cités, pas très sain. Au-delà du sexisme ordinaire qu'on retrouve régulièrement dans l'ensemble des livres dont je vous ai parlé, il y a d'autres points qui m'ont pas mal dérangé, comme par exemple le slut shaming. Si vous savez pas trop ce que c'est, le slut shaming c'est de juger une femme par exemple pour son nombre de partenaires sexuels, les vêtements qu'elle porte, s'ils sont courts la plupart du temps, si elle est maquillée, si elle se maquille beaucoup par exemple, et de l'humilier donc pour tout son caractère sexuel ou de lui en donner un là où il y en a pas forcément d'ailleurs. C'est le cas par exemple dans After avec un personnage principal féminin qui a tellement bien intégré le patriarcat et le sexisme ordinaire qu'elle va très souvent par exemple juger sa colocataire pour ses fringues, son maquillage, même d'autres personnes avec qui elle ne nouera pas de lien d'amitié, par exemple parce qu'elles entretiennent beaucoup de relations justement sexuelles avec plusieurs partenaires différents. C'est aussi le cas dans Calendar Girl avec un personnage féminin qui donc est embauché pour essayer de faire distraction auprès de potentielles prétendantes pour son client. Seulement voilà, quand ces femmes s'approchent et tentent de s'approcher de son client, elle va les juger pour leur tenue, qu'elle va juger vulgaire, et leur maquillage et leur attitude, alors que bon, théoriquement, elle a exactement le même type de tenue, le même type de maquillage, et va user des mêmes techniques justement pour être proche de son client. Autre problème que l'on retrouve dans ces livres et qui me pose personnellement énormément de problème, c'est la culture du viol. Alors la culture du viol, c'est par exemple blâmer une victime de viol pour le crime qu'elle va subir, par exemple en lui disant qu'elle était alcoolisée, qu'elle portait une tenue trop courte, que quelque part elle l'a cherché, elle en est responsable, ou bien tout simplement nier le caractère criminel d'un viol en le banalisant et en l'érotisant, avec la fameuse phrase non égale oui par exemple. Dans Calendar Girls, moi il y a une petite phrase qui passe toute seule dans le récit mais qui m'a bien fait tiquer, c'est quand le personnage féminin a bu, c'est une soirée, elle a bu, elle dit au personnage masculin « si j'étais dans cet état, est-ce que tu abuserais de moi, est-ce que t'en profiterais pour abuser de moi ?» Le personnage masculin répond oui, et c'est bien spécifié dans le livre très sérieusement, ce n'est donc pas une blague. L'homme lui dit très clairement que oui, il pourrait abuser d'elle dans un état d'ébriété. Ça passe tout seul dans le livre, c'est très grave, pour moi ça ne devrait pas être une blague d'ailleurs non plus, et ça devrait surtout être mis en question dans le livre, ce qui n'est jamais fait. Évidemment, le pompon revient à Captive in the Dark, qui lui va faire bien pire, puisqu'il va érotiser un viol, on va faire entendre que la victime de viol prend du plaisir en disant que vraiment elle a des orgasmes, qu'elle les recherche surtout, c'est bien ça le problème, puisque ça peut arriver malheureusement pendant un viol que la victime ait un réflexe totalement mécanique du corps où un orgasme peut avoir lieu, ou en tout cas le corps va réagir en fait au stimuli, mais il n'y a aucun plaisir psychologique. Dans Captive in the Dark, le plaisir psychologique est aussi présent. La victime, on nous dit qu'elle les recherche, ses contacts, que c'était on pointe, vous savez, donc il y a vraiment un système d'excitation lié au viol. Le mot viol n'est jamais posé dans le livre pour décrire les événements que va subir la victime, on ne le nomme jamais. Et bien sûr, l'autrice va faire tomber amoureuse la victime de son bourreau, ce qui en relève vraiment de la culture du viol et à érotiser, banaliser le viol, ce qui à mon sens est extrêmement grave. J'ai d'ailleurs contacté les maisons d'édition françaises qui ont édité Captive in the Dark pour avoir leur avis sur ce livre et savoir si elles étaient conscientes qu'elles romantisaient et banalisaient et érotisaient un viol, ce à quoi elles m'ont répondu que ce n'était que de la fiction et que donc, puisque ce n'était pas un essai ou un témoignage, ça ne relevait pas du réel et que donc ce n'était pas de l'érotisation du viol, là où malheureusement c'en est. D'ailleurs, l'une d'entre elles s'est permis de faire une petite menace d'intimidation quand j'en ai parlé. Coucou à vous les éditions Pygmalion. Enfin, on retrouve aussi un gros classique qui est la fétichisation de la virginité, puisque je crois que dans au moins la moitié des livres, le personnage féminin est vierge, et donc on la fait passer pour cette petite chose un petit peu naïve, un petit peu fragile, que l'homme viril va prendre plaisir, va pouvoir marquer son territoire dessus, l'initier au sexe et à la sexualité, et à toutes ces choses géniales, et donc potentiellement permettre à des jeunes filles qui sont justement vierges de s'identifier à ça et à un schéma qui n'est pas forcément non plus très sain, puisque vous n'êtes pas forcément naïve en étant vierge, vous avez le pouvoir sur votre sexualité et pas l'inverse. Alors vous allez me dire pourquoi avoir perdu mon temps à lire des livres qui a priori ne m'intéressent pas, qui n'appartiennent pas forcément au genre que j'ai l'habitude de lire, et pourquoi prendre le temps de relever ces éléments qui me posent problème. Alors déjà, je tiens à rappeler que quand même 2 d'entre eux, je les ai achetés en sachant pas du tout que j'allais trouver ceux-là, donc c'est quand même des livres qui sont brandés jeunes adultes, fantastique et fantasy.
Je m'attendais pas à trouver forcément ça dedans. Pour le reste, j'ai pris les best-sellers, voilà ce que j'y ai trouvé. Et ensuite, surtout, je tiens à rappeler que, comme j'ai dit en début de vidéo, je ne tiens absolument pas à blâmer les personnes qui lisent ces livres. C'est pas mon but. Ce que vous lisez, c'est pas mon problème, chacun ses goûts. Moi, ce qui me semble important, c'est de lire ces livres en ayant les codes et les clés pour réussir à détecter tout ce qui est toxique, ce qui est malsain. Et si vous prenez plaisir à les lire, tout en sachant que c'est pas ce que vous voulez vivre dans la vraie vie, que c'est pas ce que vous voulez retrouver dans la vraie vie et c'est pas ce que vous allez normaliser comme un comportement sain, très bien, c'est pas mon problème. Là où j'ai un problème, c'est que je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui vont les lire en n'ayant pas toutes ces clés et qui vont, elles, prendre comme argent comptant ce genre d'histoire, ce genre de personnalité, ce genre de relation de couple et qui vont avoir tendance soit à les rechercher ou bien à normaliser justement quelque chose de très concret, de très réel qui leur arrive dans la vie et de se dire oui mais c'est représenté comme ça, donc c'est que c'est un petit peu normal quelque part. Et c'est bien pour aider à détecter tous ces aspects problématiques que j'ai décidé d'initier cette vidéo. Car le problème c'est que certains de ces livres vont donc glamouriser des relations qui sont toxiques, qui ne sont pas saines et que personne n'a envie de vivre en réalité dans la vraie vie, qu'ils vont véhiculer et normaliser une vision du couple qui est assez toxique, assez abusive, tout sauf romantique et vraiment loin d'être égal. C'est le genre de romance qui va avoir tendance à perpétuer, vous voyez un petit peu le cliché du bad boy et surtout à le romantiser, voire à l'érotiser. Je trouve personnellement anormal de chercher à excuser, à victimiser et à rendre mystérieux un personnage qui est assez malsain pour une femme, sous couvert qu'il a un passé difficile, qu'il est fragile ou qu'il est complexe. C'est malheureusement en diffusant ce genre de portrait à grande échelle, et quand je dis à grande échelle, c'est pas seulement dans ces livres, hein, c'est dans les séries, c'est dans les films, c'est partout, qui pousse les femmes à les accepter dans la vraie vie. C'est à mon sens en bâtissant un terrain favorable aux bad boys, aux relations toxiques, aux relations malsaines, qu'on pousse des autrices à créer des histoires qui vont banaliser et érotiser le viol, qui est malheureusement un crime, qui est une réalité, qui se passe réellement dans la vraie vie, et qu'on va mettre dans la tête de personnages que un violeur peut être complexe, peut être un personnage mystérieux, peut être quelqu'un de fragile. Non, un violeur est un criminel. Malgré son passé, malgré tout ce qu'il peut avoir fait, que ce soit fictionnel ou non, ça n'excuse pas un crime. Ça n'excusera jamais un crime. On oublie, et les maisons d'édition oublient aussi beaucoup sous couvert de fiction, qu'elles participent à banaliser et à perpétuer la culture du viol. Elles continuent à transmettre auprès de personnes qui ne sont peut-être pas sensibilisées à ça, que certains comportements anormaux pourraient potentiellement être érotiques, romantiques ou pas si graves, et elle contribue à perpétuer, comme je vous l'ai dit, ce mythe du non égale oui, et potentiellement faire taire des victimes de viol qui n'oseront pas forcément en parler dans l'espace public, aller porter plainte, puisqu'on leur montre que ces schémas-là sont potentiellement un peu soit leur faute, un peu pas tout à fait leur faute de leur violeur, et constituent en fait à créer cette ligne un petit peu floue entre ce qui est bien et mal, alors que normalement la démarcation est très nette. On oublie aussi que ce qui est romantisé dans ces livres-là, c'est malheureusement une réalité. Les victimes de viol, c'est très concret, c'est malheureusement très courant, que ce soit des viols conjugaux, que ce soit des viols avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, que ce soit en France, partout ailleurs dans le monde, que ce soit la traite d'êtres humains, c'est quelque chose de très concret. On oublie que c'est un terrain favorable aux violences conjugales, on oublie qu'il y a 101 femmes qui sont mortes depuis le début de l'année 2019 sous les coups de leur conjoint. On oublie que tout ce schéma de choses contribue à banaliser les violences faites aux femmes, qu'elles soient psychologiques ou physiques. J'en appelle donc aux maisons d'édition de faire attention à ce qu'elles publient, de faire attention aux messages qu'elles véhiculent, de faire attention aux dommages qu'elles peuvent faire aux femmes, que ce soit volontaire ou non, sous couvert de fiction ou non. Ça n'est jamais à mon sens excusable, et c'est pas parce que, comme me le dit J'ai lu, vous éditez des livres qui sont pour le droit des femmes que c'est correct de publier un livre qui va érotiser le viol, aka Captive in the Dark. J'espère donc que cette vidéo aura pu être intéressante, aura pu apprendre certaines choses, donner quelques clés. Je vous demanderai, si vous n'êtes pas d'accord, d'échanger de façon respectueuse. Je suis pas là pour prendre des insultes. Je suis pas là pour être un déversoir de haine. Je donne mon avis sur quelque chose qui me semble à mon niveau toxique et qui a des conséquences réelles. Donc voilà, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner votre avis. Et je vous invite aussi, si vous avez lu des romances assez toxiques et qui banalisaient justement ce genre de messages, à les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag balance ta romance. Ça nous permettra de montrer que malheureusement c'est un problème assez commun dans les romances, qu'elles soient
brandé, marketé romance ou pas, puisqu'on en trouve aussi très souvent dans le jeune adulte. En attendant, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!